Bonsoir, ça fait maintenant près de 10 ans qu'est organisé ce Grand Prix de la protection sociale, qui est organisé maintenant par l'École nationale supérieure de sécurité sociale et par la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts. Ce sont les deux puissances invitantes de notre fin d'après-midi, dont vous voyez les deux logos sur ce superbe slide. L'idée de ce Grand Prix de la protection sociale, c'est tous les ans, ou presque, parce que nous n'avons pas forcément de matière chaque année, de repérer tous les ouvrages sur le très large champ de la protection sociale, et avec un jury évidemment de haut niveau qui comprend des présidents de haut conseil de certains secteurs de la protection sociale, des conseillers scientifiques de l'École nationale supérieure de sécurité sociale et d'autres experts encore, de discuter de la production annuelle ou un tout petit peu plus qu'annuelle autour de notre sujet de la protection sociale. Alors, pas de suspense pour cette édition au sens où les lauréats ont déjà eu communication des résultats et s'affichent devant vous d'ailleurs à la fois les visages souriants et les couvertures des ouvrages de ces lauréats. Nous avons fait le choix d'avoir un prix que l'on dit recherche avec la cause des pauvres en France de Frédéric Viguier, qui est issu de sa thèse de doctorat, une thèse de sociologie historique publiée aux presses de Sciences Po, qui d'ailleurs pour la deuxième fois depuis une dizaine d'années reçoivent ce prix. Il n'y a pas que le lauréat, il y a aussi l'éditeur qui est récompensé dans une certaine mesure pour ses efforts en matière de protection sociale. Et deuxième prix, c'est pas d'ailleurs une hiérarchie, c'est autre prix, le prix que l'on a dit grand public cette année pour un ouvrage original, Odyssée, avec un beau jeu de mots qui nous sera expliqué, un tour du monde de la vieillesse, un ouvrage qui est sorti en 2019, mais qui connaît une deuxième édition, si j'ose dire, une deuxième jeunesse, en format poche, sous un autre titre qui est Vieillir ensemble, jolie formule, avec une préface de Edgar Morin. Alors, sur cette cérémonie, puisqu'on appelle ça une cérémonie de remise des prix, il faut avoir à l'esprit que c'est d'abord un moment d'échange, de discussion, de présentation autour des thèmes de ces deux ouvrages. Donc on va avoir une demi-heure de discussion autour du thème de la pauvreté à partir du travail de Frédéric Viguier et une demi-heure de discussion à partir du sujet de l'intergénérationnel appuyé par les expériences, idées repérées à travers le monde par les deux auteurs de ce tour du monde de la vieillesse. Ce que je vous propose à tous les participants qui sont derrière leur écran, c'est de poser plein de questions, de faire plein de remarques, des critiques ou des applaudissements. Et moi, mon rôle sera, entre autres, de répercuter cela auprès des auteurs des ouvrages, mais aussi des personnalités qui vont nous accompagner en cette fin d'après-midi pour discuter du contenu de ces ouvrages et des perspectives de politique publique qui sont derrière. Alors, pour une introduction générale sur ce prix, son contenu, ses ambitions, j'ai le plaisir de passer la parole, je pourrais dire le micro, l'écran à Michel Yael, qui est le directeur donc, de la direction des retraites et de la solidarité à la Caisse des dépôts et consignations. Merci Julien, bonjour à tous. Je crois qu'il y a 300 inscrits à cet échange, qui est beaucoup, donc je voudrais saluer celles et ceux qui nous écoutent. Comme tu as déjà tout dit excellemment, je dirais simplement que pour nous, ce prix a beaucoup de sens dans la mesure où il traduit une coopération renforcée avec l'École de la sécurité sociale de mon ami Dominique Libaud. Pour moi, c'est un plaisir renouvelé puisque nous l'avons fait l'année dernière et que précédemment, j'avais eu l'honneur de copiloter cet exercice lorsque nous sévissions à quelques-uns à France Stratégie. Je dirais aussi que c'est pour nous une sorte de baptême renouvelé puisque la direction des retraites et de la solidarité devient la direction des politiques sociales, ceci depuis lundi dernier, et c'est notre première sortie publique, si je puis dire, et donc j'y vois comme un écho aux projets qui sont les nôtres, mais qui ne sont pas le sujet du jour, même si les sujets du jour nous concernent de près, puisque les thèmes qui sont traités font l'objet, ici ou là, dans le groupe Caisse des dépôts, d'interventions plus ou moins fortes, j'allais dire, qui sont dans notre ADN de la cohésion sociale. Voilà, je voudrais surtout féliciter les organisateurs, puisqu'on les oublie un peu trop souvent, donc les Géos qui ont rendu cette cérémonie possible avec toutes les contraintes techniques que cela supposait,
Féliciter le jury aussi, même si le Covid nous a tous aidés à être un peu plus, encore plus motivés par lire les ouvrages qui nous étaient proposés, puisque nous étions dans ce confinement un petit peu confrontés à une matière intellectuelle toujours roborative et mobilisante. Je crois que c'est un bon cru, ça vous en jugerez à la lecture. Nous avons eu des débats, comme dans les prix littéraires, assez passionnés et passionnants, mais qui n'ont pas renvoyé à des considérations selon lesquelles certains ouvrages étaient de mauvaise qualité et d'autres de bien meilleurs, mais plutôt à des éléments d'appréciation fondés sur la méthodologie, les sujets, le mode de traitement, mais on a tous considéré que ce bon cru valait pour l'ensemble des ouvrages qui nous étaient proposés. Et je voudrais dire que, à titre personnel, je suis particulièrement heureux du choix que nous avons fait collectivement. Il arrive que tout en président de jury, on ne préside pas tout à fait à la destinée de la sélection qui est faite. Cette année, c'est vrai aussi. Je pense que Dominique Libaud sera dans le même état d'esprit que moi. En tout cas, c'est un bel exercice et nous espérons que les auteurs, ils sont 3 pour 2 ouvrages, connaîtront demain autant de plaisir à voir leur vente et leur écho croître et s'agrandir et s'embellir grâce à cette cérémonie du jour qu'ils ont eu, j'imagine, même si ça a été parfois dans la douleur, à écrire ce qui est devenu leur œuvre commune. Voilà, je ne vais pas être trop long puisque je n'oublie pas qu'à 18 h, le couvre-feu va tous nous saisir dans les places où nous nous trouverons, surtout quand, comme c'est mon cas, on n'est pas tout à fait encore rentré chez soi. Voilà, merci beaucoup et bonne cérémonie ou bonne séquence en tout cas. Je sens qu'elle va être productive et je ne veux pas trop empiéter sur cette productivité. Merci et je rends la parole à notre organisateur en chef. Parfait, ça doit être moi l'organisateur en chef. Vive la direction des politiques sociales donc de la Caisse des Voilà. dépôts, qui n'a que 3-4 jours au moins sous cette dénomination, pour notre séquence autour de la pauvreté, donc autour de l'ouvrage de Frédéric Viguier, La cause des pauvres. Nous allons faire ça en 2 temps. Il n'y a pas 2 auteurs à cet ouvrage, il n'y en a qu'un, mais il y aura 2 commentateurs ou 2 discutants, discutants pas au sens universitaire, c'est pour discuter du contenu de la thèse et des perspectives qui sont ouvertes. D'abord, Marine Boisson-Cohen, qui fait 2 choses dans la vie, enfin plein d'autres, mais d'abord en tant que responsable de la recherche et des études à la Caisse nationale de solidarité autonomie, à la CNSA, et aussi en tant que conseillère scientifique de l'EN3S. Puis ensuite, une discussion avec Marine Jantet, qui est elle déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, donc en plein dans le sujet. Marine, c'est à toi. Merci Julien. Donc nous allons, j'ai beaucoup de plaisir à remettre ce prix recherche du Grand Prix de la protection sociale à Frédéric Viguier pour la cause des pauvres en France depuis 1945, parce que il faut insister sur le fait que c'est un ouvrage de sociologie historique. Donc je pense on va profiter un petit peu de ce temps pour mieux faire connaissance avec Frédéric Viguier, avec sa démarche de recherche, avec les grandes thèses aussi de son ouvrage. Donc Frédéric Viguier, qui est avec nous, c'est le matin pour lui. Alors pourquoi c'est le matin pour lui? Parce qu'il nous rejoint depuis l'université de New York, la New York University. Il a rejoint New York depuis le début des années 2000 et donc c'est avec ce regard éloigné mais qui peut donner une certaine acuité qu'il a considéré ce terrain français et qu'il s'est emparé de cet objet qui est la construction, l'élaboration de la cause des pauvres en France depuis l'après-guerre. Donc Frédéric Viguier, on a échangé un petit peu en amont de cette cérémonie. J'ai souhaité lui adresser plusieurs interrogations, pouvoir ouvrir l'échange avec lui. Et notamment, on a échangé sur le fait que ça a été un ouvrage au long cours. C'est 18 ans de travail, bout à bout, l'identification de ce sujet, au travail de thèse, la publication de cet ouvrage, très bien édité, il faut le souligner, par les presses de Sciences Po. Et je crois que les presses de Sciences Po sont dynamiques dans le champ de la protection sociale et il faut le souligner. Et j'ai forcément envie de vous demander finalement comment est né le projet de cet ouvrage, comment vous êtes engagé dans cette entreprise de recherche qui vous a accompagné si longtemps. Merci Marine, merci à vous tous. Enfin, je voudrais commencer
par quelques mots de remerciement, dire à quel point ce prix m'honore et je voudrais vraiment remercier les deux institutions qui le portent, parce que je pense que c'est vraiment important que la recherche en sciences humaines sur la protection sociale soit reconnue et contribue plus au débat public. Je voudrais aussi remercier les presses de Sciences Po qui, vous l'avez dit, Marine, ont fait un super travail d'édition. C'est pas du tout, on n'écrit pas, on publie pas à compte d'auteur quand on publie aux presses de Sciences Po. La rigueur de l'examen du texte, de sa cohérence est incroyable. Et puis mon institution, donc l'Institute of French Studies de New York University, qui m'a appris à donner un regard éloigné parce que je travaille sur la France, en effet, depuis les États-Unis, mais aussi un regard multidisciplinaire. Histoire, sociologie, qui était ma discipline d'origine, sciences politiques, anthropologie, et ça, je pense que ça se sent dans mon travail qui croise vraiment les disciplines. Alors, pour vous répondre, moi, je pense qu'il y a eu la naissance d'un sujet avant la thèse. C'est le milieu des années 90, quand on avait l'impression, enfin, on était encore dans un élan à la suite de la création du RMI en 1988, et puis avant la loi sur la CMU, et d'autres lois, dans un élan d'élargissement de la couverture sociale pour les plus pauvres et les exclus. Et en même temps, il semblait déjà, à cette époque-là, malgré le côté positif, que si la couverture, pour filer la métaphore, s'élargissait pour couvrir un maximum de gens, elle devenait aussi de plus en plus fine. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, certaines des protections issues de l'après-guerre, notamment pour les travailleurs salariés, se rétrécissaient. Des droits au chômage de moins en moins longs, en particulier. Et voilà, c'est cette espèce de chassé-croisé qui m'a intéressé théoriquement et politiquement au milieu des années 90. Et puis, quand vraiment c'est devenu un sujet de thèse, on était dans les années 2000 où un mouvement d'inversion, me semble-t-il, de ce qu'était l'esprit initial de la lutte contre la pauvreté, apparaissait. C'était un contrôle de plus en plus ferme des chômeurs, des pauvres, alors même que les dispositifs d'insertion qu'on leur proposait étaient tout à fait insuffisants. Donc voilà, c'est cette espèce de phénomène qui a constitué le cœur de ce que j'ai voulu faire. Alors, j'ai voulu faire ça historiquement. C'est vraiment un des objectifs de ce livre, c'est de croiser, d'avoir un livre qui insiste sur l'histoire de notre présent, parce que ça me paraît la bonne manière de comprendre. J'ai voulu faire un livre qui insiste sur les aspects intellectuels, comment on se représente la société. Et donc, il y a une histoire de cela dans mon livre, comment on a pensé la pauvreté dans l'après-guerre, comment on s'est mis à la penser dans les années 70 et puis aujourd'hui. Et donc, ça mêle intellectuel, science, mais aussi parti politique. Et puis, c'est aussi une histoire politique. Je crois qu'il est important de prêter attention au rapport de force entre différents groupes qui sous-tendent la protection sociale. Et il me semble que notamment pour les pauvres, ont émergé, et c'est sans doute tant mieux, à partir des années 70 et plus fortement encore dans les années 80 et 90, des associations qui les représentaient. Et je pense que c'était important de comprendre les raisons de leur nouvelle puissance politique, même si cette puissance politique s'est un peu arrêtée. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que j'ai voulu faire quelque chose de pas trop technocratique, mais vraiment à hauteur des hommes et des femmes qui ont écrit cette histoire, en étant au plus près de leur vie, de leur trajectoire, de leurs croyances, de leur système de croyances. Et puisqu'on est dans une école de formation des cadres de la sécurité sociale, je me suis en particulier pas mal intéressé à Larocque, Lenoir et à d'autres personnalités de hauts fonctionnaires du social, à leur origine, à leur trajectoire, à leurs croyances.
Voilà donc ce que j'ai voulu faire dans ce livre, Marine, pour répondre à votre première question. Non, mais en tout cas, c'est l'approche pluridisciplinaire qui imprègne le lieu où vous exercez. L'Institute of French Studies, en tout cas, est très perceptible et a beaucoup enrichi le travail. Alors, je pense que ça serait intéressant quand même pour nos auditeurs de peut-être les faire rentrer un peu plus avant dans certains enseignements de votre ouvrage, et notamment la manière dont on a pu peut-être caractériser d'un point de vue politique, institutionnel, mais aussi militant, les figures de la pauvreté. Parce qu'on voit bien comment on peut se substituer des figures. Alors, la figure du bidonville a beaucoup marqué. On sait qu'il y a des termes aussi, vous avez cité tout à l'heure le noir, les exclus, un Français sur 10. Puis, terme plus récent, mais quand même très présent dans notre débat, l'assisté, le risque d'assistanat. Finalement, quelle forme de chronologie ou quelle forme de périodisation vous avez souhaité peut-être quand même un tout petit peu installer avec cet ouvrage? Oui, merci Marine. Alors, je dirais qu'il y a 4 grandes périodes. En tout cas, mon livre est composé en 3 parties. On pourrait regrouper les 2 premières parties ensemble. C'est ce que j'appelle un moment où la question de la pauvreté est dominée, écrasée par la présence dans l'espace politique et intellectuel pardonnez-moi cet anglicisme, du mouvement travailliste. Parti communiste, CGT, SFIO, etc. C'est assez intéressant à ce moment-là. Pauvreté, c'est la condition dans l'espace public, c'est essentiellement la condition des travailleurs. Au milieu des années 50, le Parti communiste français publie un texte en parlant de la paupérisation de la classe ouvrière, en pleine Trente Glorieuses. Et si je le dis, c'est que il est difficile pour les associations qui se portent au secours des exclus du salariat, qui existent encore dans les bidonvilles, comme vous l'avez rappelé, Marine. Il est difficile de se faire entendre politiquement, parce que tout simplement, ils représentent des cas sociaux, des gens qui n'auraient qu'à intégrer le monde ouvrier pour avoir accès à des revenus stables. Et donc, je pense que ce moment de domination caractérise la première période. Et la deuxième période qui est liée, c'est celle de l'autonomisation de la cause des pauvres. Les petites associations, alors pour beaucoup, elles sont issues du catholicisme social et assez à gauche. Je pense évidemment à l'abbé Pierre et Emmaüs, mais aussi à Tédé Carmonde et le père Joseph Wrezinski. Il y a vraiment la volonté de relever le défi et de construire la pauvreté en s'inspirant notamment de ce qui se passe aux États-Unis comme une cause légitime qu'il est nécessaire de revendiquer, parce que certes, elle est liée à la condition du monde ouvrier, mais elle ne s'y réduit pas, et les instances représentatrices du monde ouvrier l'ignorent. Ça, c'est vraiment la croyance profonde de ces petites associations. Il me semble que la deuxième période, c'est celle que j'appelle l'institutionnalisation de la cause des pauvres, et que je fais courir, bon, c'est un peu arbitraire les dates, mais de 1968 à 1984, on pourrait commencer avant, on pourrait aller plus tard. C'est un moment où la question de la pauvreté, portée par ces associations, gagne de plus en plus de légitimité dans l'espace intellectuel, déjà, mais aussi au cœur de l'État. On commence à accepter l'idée que la protection sociale ne pourra pas être universalisée sur le modèle qui avait été espéré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il faut augmenter, améliorer la protection des exclus, et immédiatement, il faut ajouter de la protection sociale salariée. Et donc, on développe le financement des associations, tout un tas de prestations, et ça devient un thème extrêmement fort. Alors, la gauche politique
s'en méfie encore, notamment le Parti communiste, peut-être un peu moins le Parti socialiste, mais c'est un thème qui influence ce qu'on a appelé la deuxième culture politique de la gauche française. Et j'ai choisi 84 parce que c'est ce qu'on a appelé et le tournant de la rigueur, mais aussi la relève du logiciel politique dans le PS. C'est le moment où, en fait, devant l'ampleur du chômage de masse, la gauche au pouvoir choisit de commencer à écouter de beaucoup plus près les associations de lutte contre la pauvreté et de penser un élargissement de la couverture sociale pour les marges qui ne sont pas couvertes. Ça, c'est la troisième grande période. La quatrième, alors peut-être que j'aurais pu raffiner, mais c'est ce que j'ai appelé la pauvreté comme problème public. C'est un moment où, en tout cas en politique, il devient essentiel que les hommes politiques aient un programme sur la pauvreté. Alors, toutes les années 90 et puis encore aux unes des années 2000, on parle de zéro SDF. Enfin, ça devient vraiment une question centrale en politique. Des humanitaires occupent des postes importants dans les gouvernements, tant de la droite que de la gauche. Et puis, c'est aussi devenu une catégorie ordinaire intellectuelle pour penser le monde social. Les statistiques commencent à s'y intéresser, après l'avoir longtemps ignoré, et s'être intéressé exclusivement aux catégories socioprofessionnelles. Des nouveaux chercheurs apparaissent et travaillent là-dessus. Et puis, la légitimité de travailler sur ces questions-là, intellectuellement, de les penser, devient essentielle. Mais c'est aussi un moment où, en devenant problème public, d'une certaine manière, c'est ce que je dis dans mon livre, cette cause des pauvres échappe peut-être un peu à ses premiers avocats, les associations humanitaires qui la portaient, qui se voient d'une certaine manière dépossédées de leur bébé, dans lesquels elles avaient placé de grands espoirs, et finalement ne se retrouvent plus complètement dans les dispositifs de lutte contre la pauvreté qui sont créés, ni même aussi dans la manière dont on pense cette pauvreté, puisque de plus en plus des préjugés négatifs sont associés à la pauvreté, et que des associations comme ATD Carmon, par exemple, mais d'autres encore, commencent à vouloir lutter contre la pauvrophobie. Donc c'est la troisième période dans laquelle on serait. Alors la question qui se pose, c'est comment, devant l'ampleur encore mal mesurée, mais de la pauvreté qui risque de se déchaîner avec la crise du Covid, et malgré les amortisseurs sociaux, comment les choses vont se reconfigurer. Je pense qu'il y a vraiment un nouveau chapitre à écrire dans cette histoire, mais d'abord à écrire par les acteurs et les actrices eux-mêmes. Bon, mais je pense qu'en ayant pris un tel sujet, la cause des pauvres depuis 1945, vous savez bien que ça n'a pas de fin. Vous pourriez continuer cette histoire, peut-être d'ailleurs est-ce que vous la continuerez. Il est sans doute trop tôt pour considérer ce que peut apporter comme inflexion la crise de la Covid-19. Peut-être qu'elle met à jour des éléments qui étaient anciens, qui est un renouvellement du secteur associatif. Notamment, on le voit dans les quartiers avec des acteurs qui sont peut-être différents des acteurs que vous avez principalement étudiés. Plus forcément ATD, Carmonde, mais parfois des initiatives plus locales, plus ponctuelles, peut-être plus fragiles. Est-ce que vous pensez revenir à ce sujet? Je sais que vous êtes sur d'autres sujets, mais est-ce que vous pensez que vous reviendrez, si on clôt un peu ce premier temps d'échange sur ce sujet de la pauvreté? Oui, absolument. Je vais y revenir, mais j'ai cette espèce d'esprit d'escalier des historiens pour un sociologue, et je pense que j'y reviendrai dans 4 ou 5 ans quand les choses se seront déployées. Mais vous avez raison, je pense qu'émergent de nouveaux acteurs
comment dire, les insuffisances du système en place sautent aux yeux. Hein, la question du RSA jeune est de plus en plus discutée, mais aussi, enfin, le caractère fortement, enfin, le caractère de contrôle des minima sociaux est conduit à être de plus en plus questionné dans un contexte de pauvreté de masse, de chômage de masse, et la manière dont tous ces nouveaux acteurs qui émergent, locaux, comme vous dites, mais aussi, qui sait, gilets jaunes, nouveaux mouvements sociaux issus des quartiers populaires, vont s'emparer de ces questions-là, me paraît vraiment fascinant à observer. Donc, dans 4 ou 5 ans pour moi. En tout cas, je vais laisser Marine Jantet continuer la discussion avec vous. Et puis, écoutez, je vous remercie encore pour cet échange. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Marine Jantet, je suis déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Donc je suis en gros les mains dans le cambouis sur le sujet de la pauvreté actuellement. Donc déjà, je voudrais vous remercier, Monsieur Viguier, pour votre livre parce que j'ai appris plein de choses. Voilà, moi j'ai pris mes fonctions de déléguée il y a à peu près 1 an, vous voyez, 3 jours avant le premier confinement. Donc j'y reviendrai parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent dans le cadre de la crise, mais c'est vrai que c'est intéressant de se plonger dans l'histoire de la cause des pauvres et de voir comment certains points s'inscrivent dans la durée. Alors déjà, moi, c'est vrai que je venais du monde de la protection sociale, j'ai trouvé très intéressant aussi toute votre analyse sur l'intrication et l'impact de la création de la protection sociale que j'ai toujours trouvé comme quelque chose d'extraordinaire et qui est quand même le premier outil de lutte contre la pauvreté, même encore maintenant, voilà, en France. Et on le voit que dans d'autres pays, c'est pas aussi généreux qu'actuellement de ce qu'on peut avoir en France. Et donc, je pense que ça, c'est quand même intéressant. Mais c'est intéressant de voir que ça a aussi créé une forme d'exclusion à l'époque, dans les années 50, voilà, pour tous ceux qui n'étaient pas dans le champ de cette protection sociale. Et vous expliquez très bien comment les choses ont dû progressivement être concernées. Et il y a 2 sujets d'ailleurs dans la création de la Sécu qui laissent des traces encore maintenant. Hein, la création de l'assurance chômage, vous dites à ce moment-là, comme c'était pas vraiment le sujet, il y avait un plein emploi, ça n'a pas été traité à ce moment-là. Et je pense que ça laisse encore des traces durables dans la gestion globale et dans la prise en charge des différentes formes de pauvreté. Et le sujet du logement, qui était complètement exclu à l'époque, et ça m'a beaucoup intéressée parce que moi, même, vous savez, j'ai été, comme je ne suis pas celle qui a écrit la stratégie de lutte contre la pauvreté, j'ai repris l'héritage de mon prédécesseur. J'avais été surprise de voir que le logement ne faisait pas vraiment partie de cette stratégie. Et je vois qu'en fait, ses racines sont assez anciennes. Quand on voit que ce sujet du logement, il était déjà mis de côté alors qu'il était très problématique dans les années 50. C'était un problème massif. Il est massif encore actuellement. Mais on voit que voilà, il y a des sujets, des manières de gérer les choses qui restent, on reste un petit peu dans les mêmes logiques que malgré les années qui passent. Je trouve aussi ce qui m'a frappée, en fait, ça j'aimerais bien que vous en reparliez un petit peu, c'est de voir que, effectivement, la représentation l'évolution de la représentation sur les pauvres, d'abord prend ses formes. Parce que moi, il y a quelque chose qui me choque depuis que je suis en charge de ce sujet, c'est qu'effectivement, quand même, c'est un peu de leur faute s'ils sont pauvres, hein, les gens. Enfin, ça reste quelque chose d'extrêmement partagé. Tant dans tous que ce soit au niveau des décideurs publics et de la population, il y a quand même une forme de responsabilisation des pauvres dans leurs conditions, et je vois que ça prend ses racines quand même assez loin, et ça, je ne sais pas, est-ce que dans le cadre de vos travaux, vous avez une manière de déconstruire parce que je vois qu'ATD a effectivement beaucoup travaillé pour essayer de déconstruire ces représentations-là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très profond et qui bloque beaucoup et notamment quand vous parlez de cette culture de la pauvreté qui se construit, qui est un peu construite au moment du bidonville de Noisy-le-Grand, là en disant le fait que ces gens sont inadaptés au travail de salariés, c'est encore le cas maintenant. Enfin, il y a encore plein de gens qui sont en pauvreté qui ne peuvent pas travailler pour plein de raisons, pour plein de freins de santé, de problèmes, de manque de confiance en eux, de problèmes d'éducation évidemment. Donc on voit que tout ça c'est toujours extrêmement d'actualité. Et aussi sur une forme de résignation, ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi je suis toujours frappée de voir effectivement les pauvres, c'est pas ceux qui se
révoltent et qui se résistent alors qu'ils vivent des choses épouvantables. Et donc moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, à travers votre travail de sociologue, est-ce que vous avez identifié aussi des leviers pour essayer de changer ces représentations-là? Parce que moi, c'est mon travail au quotidien et ça m'intéresserait bien d'avoir quelques idées. Oui, merci pour votre lecture généreuse. Je dirais un premier mot sur la chose qui vous a frappé au début, c'est les insuffisances de la protection sociale de 45, de la Sécu, logement et chômage. Et je pense que comment dire, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'œuvre qui a été faite à ce moment-là, mais ça me paraît vraiment utile de ne pas avoir de regard héroïsant sur la protection sociale de 45 et d'être bien conscient en fait des difficiles compromis qui ont été noués avec ce que croyaient les acteurs à l'époque possible. Et c'est vrai qu'une protection sociale qui valorise le travail et les travailleurs, elle bute forcément sur la question du chômage et qui s'est avérée une arme de fragilisation massive de la protection sociale française, et qu'il est encore aujourd'hui. Et pareil pour le logement. Alors, pour la question non, malheureusement, des préjugés sur les pauvres, j'ai pas de réponse à vous apporter. Moi, il me semble que une des choses dont j'essaie de montrer l'importance dans mon livre, c'est le caractère néfaste des conflits politiques et intellectuels entre les différents acteurs, groupes de représentation des dominés en France, entre les travaillistes pendant longtemps et les humanitaires sur la question de la pauvreté. Ça a été funeste. S'ils avaient pu s'entendre et s'écouter, il me semble que les circonstances auraient été bien meilleures. Mais on pourrait dire qu'au fond, aujourd'hui, les choses se reproduisent d'une autre manière. Des préjugés entre militants issus des quartiers populaires et monde travaillistes, par exemple, qui disent faut pas parler de race ou de racialisation, c'est absolument impensable, faut pas parler d'ethnicisation, faut pas parler du national, alors qu'on voit bien que dans les pauvres d'aujourd'hui, le traitement, par exemple, des migrants conduit mis en circulation, mis en flux en permanence, contribue à renforcer la pauvreté. Donc moi, je pense que mais si je voulais être entendu, ce serait par tous les acteurs mobilisés et leur dire: écoutez les autres acteurs mobilisés, ceux qui ne portent pas nécessairement la cause telle que vous l'avez construite vous-même. Ils ont des choses à dire, ils sont de bonne foi et il n'y aura de protection sociale inventive, créatrice, qui réponde au changement historique que si les acteurs sont capables de se parler de bonne foi et de ne pas s'arc-bouter à des rapports de force existants. Donc, je ne suis pas certain que c'est une réponse pratique et pragmatique. Et en même temps, il me semble que c'est vraiment ce qui explique les points aveugles tout au long de l'histoire que j'ai raconté. Alors, il y a un autre point, mais effectivement, ce qui m'intéressait aussi, c'est vous décrivez effectivement avec beaucoup de détails, et je trouve ça bien le rôle des associations en les humanisant, enfin à travers leurs leaders, et donc ça c'est intéressant parce que ça les on comprend mieux. Enfin, il y a plein d'histoires. Moi, je comprends mieux le positionnement de certaines associations à travers effectivement cette histoire. Forcément, on s'ancre dans ces figures tutélaires qui sont importantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas tant de ça que de nouvelles grandes associations qui se sont construites ces dernières années. On reste sur des associations qui sont structurées depuis une bonne dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années au max. Enfin, il y en a les restos les dernières grandes, c'est les Restos du Cœur ou autres. Enfin, on n'a pas tellement de renouveau pour l'instant associatif sur cette cause des pauvres. Et moi, je m'interroge aussi, j'aimerais bien avoir votre regard, parce que on voit bien qu'on est dans une société où les jeunes ont envie de s'intégrer,
envie d'être dans une logique de contribuer à une solidarité sous une forme et d'être dans un engagement participatif fort, hein, donc de s'engager, mais pas de la même manière que le faisaient ces associations, notamment ATD Quart Monde, qui est extrêmement exigeant, comme vous l'expliquez très bien, en demandant aux gens d'aller s'installer dans les quartiers, de reverser une partie du salaire. Je pense que c'est plus très compatible avec la mentalité actuelle d'une génération, la génération des Z, voilà, qui arrivent là et qui sont très très différents de nous. Hein, et c'est vrai que je me dis qu'il y a aussi sans doute là, pour la suite de vos travaux, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être intéressant de voir comment cette solidarité se repense, parce que je vais vous donner un exemple concret. Quand, pendant la crise, pendant le premier confinement, bon, les associations d'aide alimentaire sont essentiellement des associations avec des personnes âgées, enfin retraitées. Et du jour au lendemain, en fait, ces personnes se sont retrouvées confinées au moment où on avait justement besoin d'elles. Et du coup, il y a eu un grand moment de panique dans les grandes associations pour arriver à maintenir leur offre d'aide alimentaire alors qu'ils n'avaient plus la ressource pour le faire. Et on a créé en l'espace de très peu de temps, une dizaine de jours, une plateforme pour essayer de mettre en lien les jeunes qui voulaient, voilà, qui étaient eux aussi à l'arrêt. Les étudiants n'avaient plus cours, vous le savez, enfin, le premier confinement a été quand même très très massif en France, et donc essayer de mettre les besoins de ces associations et d'autres avec les demandes des jeunes. Et c'était très étonnant de voir qu'il y a eu plein de jeunes qui se sont inscrits sur ces plateformes, mais les associations n'ont pas fait d'offres, en fait. C'était, voilà, et je pense qu'il y a des modèles associatifs. Hein, moi, ce que je trouve intéressant dans votre livre aussi, c'est ce regard historique sur ces associations qui s'inscrivent dans un contexte historique très particulier, très, voilà, très marquant, et du coup qui a beaucoup orienté leur structure, et qu'il va falloir repenser aussi dans les années à venir, parce que on est face à un changement générationnel qui fait qu'il va falloir aussi rechanger. Enfin, je pense qu'il va y avoir des nouveaux acteurs de la cause des pauvres, je ne sais pas lesquels, mais je pressens qu'il va y avoir des évolutions. Enfin, j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus sur un peu les. C'est une question que je me pose, hein. C'est une question que se posent aussi des sociologues qui travaillent sur les modalités de l'engagement associatif et ses transformations. Et c'est vrai que le type d'engagement comme celui qui est requis par ATD Quart Monde paraît anachronique. Et en même temps, ATD Quart Monde se porte bien, recrute des volontaires. Y a pas... Moi, je suis toujours surpris, en fait, parce que je suis, comment dire, un peu admiratif devant l'ampleur du dévouement que ça demande de s'engager auprès d'ATD Quart Monde. Je suis toujours surpris quand je vois la vigueur continue de l'engagement auprès d'eux. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire en réponse. Donc oui, c'est une question qui se pose et en même temps l'engagement continue. Moi, il me semble qu'on est quand même dans une période de risque. En effet, c'est que l'engagement associatif aussi se décourage devant l'intensification des contrôles, de la dureté de l'État. Je pense que s'engager notamment auprès des migrants, c'est un coût émotionnel. Enfin, évidemment, le pire, c'est les migrants qui vivent cette situation-là, mais c'est aussi un coût émotionnel pour les personnes qui participent à ce type de cause qui est tout à fait élevé. Et on constate aussi des découragements. Des gens qui se disent qu'il est de plus en plus difficile de continuer à s'engager devant la dureté du contrôle. Donc je pense que c'est quelque chose à quoi l'État doit aussi être attentif, c'est-à-dire que l'État a délégué de facto un secteur parapublic associatif le travail de protection sociale
il est important d'en avoir nettement conscience et qu'il n'y ait pas que, comment dire, vous et les gens qui êtes du côté de la protection sociale qui le sachent, mais qu'on le sache aussi partout dans l'État et qu'on fasse attention à ne pas décourager cet engagement sur lequel repose fortement la protection sociale française. Donc c'est aussi un appel à ce qu'on appelle parfois la main droite de l'État, à être conscient que l'État repose sur un engagement, une participation associative tout à fait élevée en France. Mais je pense que vous avez tout à fait raison, mais je pense que l'État quand même en est assez conscient. Mais d'ailleurs, en ce moment, on vient de faire un appel à projet là, dans le cadre du plan de relance pour le soutien aux associations avec plus de 100 millions d'euros. Mais moi, j'étais quand même assez frappée par la vigueur associative, c'est-à-dire qu'on a eu quand même plus de 2300 réponses, 2600 demandes pour en gros 500 millions d'euros, on n'en avait que 100, donc déjà voilà, ça donne un peu le… Mais on voit bien qu'effectivement il y a une délégation, mais il y a aussi un besoin, je pense qu'il y a un vrai besoin de reconnaissance en fait. Je partage votre avis, il y a un vrai besoin de reconnaissance de ces associations et d'ajustement. Alors après, juste pour terminer, parce qu'après je crois qu'il faut que nous passions la parole aux autres lauréats. Moi, ce qui m'intéresse aussi en termes de perspective par rapport à la crise actuelle que nous vivons, moi je vois qu'en fait certaines représentations sont en train d'être pas mal bousculées. Vous avez vu les débats qui est actuellement sur le revenu universel et notamment le revenu des jeunes, enfin l'accession aux jeunes au RSA, c'est quand même un débat. Moi, je suis assez frappée en voir en quelques mois comme certaines prises de parole ont changé. Comme vous le faites très justement remarquer dans votre livre, il y avait il n'était pas question de donner sans contrepartie, hein, pour reprendre une de vos formulations et qui est très, très, très inscrite dans la mentalité de notre fonctionnement de l'État français, en gros, et de la protection sociale d'ailleurs. Et là, je sens quand même, je suis assez surprise, mais ces derniers mois, hein, par rapport à la crise que traversent les jeunes, de voir qu'il y a de plus en plus de tout courant politique confondu, un début de prise de conscience en fait d'un besoin de solidarité aussi envers cette jeunesse qui c'est une forme de nouveaux pauvres, hein, qui ne sont pas non plus forcément des salariés, qui sont exclus du salariat. On en revient un peu à l'histoire de l'après-guerre et qui ont quand même besoin à un moment, bien sûr qu'on leur dit il faut qu'ils s'engagent dans une démarche d'insertion ou autre, mais on voit bien qu'il y a quand même un besoin de subsistance et ça je trouve que c'est intéressant aussi de voir qu'on va peut-être ouvrir peut-être une autre, malheureusement au prix d'une crise économique assez grave, une nouvelle ère peut-être de représentation et d'aide sociale qui peut évoluer, il me semble. Mais voilà, c'est parce que je suis pleine d'espoir dans les politiques publiques en faveur des pauvres, on va dire. Mais voilà, peut-être que je me trompe, mais je suis quand même assez surprise de voir que les débats qu'il y avait sur ce que proposait M. Hamon il y a quelques années, où c'était très marginalisé, ça devient beaucoup plus partagé dans différents courants de pensée. Donc, je pense qu'il y a une évolution aussi des représentations sur ces sujets-là. Alors, Frédéric, je vais être obligé de ne pas vous laisser trop de temps pour répondre parce qu'il faut qu'on maîtrise notre cérémonie et le temps. Il y a des petites questions qui ont été posées sur le fil de discussion. Dans une certaine mesure, vous les avez abordées, donc je vais vous les reposer, mais pour que vous y répondiez en très peu de mots. On va en prendre 3, donc très rapidement. Et on a 2 minutes pour répondre à 3 questions, vous voyez. La première, c'est comment associer les associations aux politiques publiques. C'est un de vos gros dossiers, c'est un de vos gros thèmes. Comment le faire de la manière la optimale. Et Marine Jantet, la déléguée interministérielle, disait que c'était en soi un sujet. Comment faire? Bon, alors, juste pour répondre en un mot, il me semble que c'est un enjeu beaucoup plus vaste, hein, de démocratisation réelle de la Ve République en France. On l'a vu pendant la crise Covid, c'est pas possible qu'on ait un État dirigé par une toute petite poignée de gens, ou à Matignon ou à l'Élysée, qui décide de tout, sur tout, sans consulter les corps intermédiaires. Impliquer les associations de lutte contre la pauvreté, ça suppose de les inviter à la table et d'écouter ce qu'elles ont à dire. Et ça, il faut une véritable réforme démocratique.
Les pouvoirs publics vous répondraient qu'il y a des tentatives en la matière, il y a des efforts, etc. etc. Deuxième question, sujet que vous avez beaucoup abordé, un de nos auditeurs ou participants nous indique que depuis la crise de 2008, il y a une certaine intolérance qui montrait vis-à-vis des populations pauvres, vous avez pu déjà l'évoquer. Eh bien, à votre avis, c'est une question de prospective, qu'est-ce qui peut se passer demain en la matière? Je voudrais avoir le même optimisme que Marine et voir dans la cruelle crise que traversent les jeunes aujourd'hui un signe d'espoir, parce qu'il me semble que voilà, la situation qu'ils vivent met en évidence le caractère intenable des discours sur la conditionnalité. Évidemment, les jeunes aujourd'hui ont besoin d'être aidés massivement et ne souhaitent qu'une chose, c'est trouver du travail. Enfin, c'est pas des feignants. Donc, je pense que cette catégorie-là et les souffrances qu'elle traverse peut conduire à repenser la pauvreté. Ou pas. Hein. J'aimerais avoir de l'espoir. Tout dernier mot, vous avez fait près de 400 pages excellentes sur la cause des pauvres en France. Vous êtes un Français aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur la cause des pauvres aux États-Unis? La différence avec votre contexte. Oui. Bon, alors, souvent, vous savez, mes collègues et mes étudiants me disent « Oh là là, mais tu te plains des insuffisances de la couverture sociale française, quand même tu rigoles, est-ce que tu as vu ce qui se passe ici ?» C'est des plaintes de Français. Et je pense que la première chose à dire, c'est que oui, en effet, la France doit se féliciter d'avoir un système de protection sociale généreux, j'aime pas ce mot connoté moralement, qui permet notamment de traverser des crises comme celle de la Covid bien mieux que les États-Unis. Moi, je vis à New York, les fermetures de magasins, les faillites, la pauvreté des homeless dans les rues, la longueur des files d'attente dans les sous-populaires, tout ça est tout à fait désespérant. Donc, premier élément de réponse, Julien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à nos deux marines, si j'ose dire, puisque c'était l'occasion d'un débat à trois avec deux marines. Merci à Frédéric. Je propose que nous passions donc au deuxième temps, au deuxième ouvrage, l'ouvrage dit grand public, enfin le prix grand public, avec Dominique Libaud. Dominique Libaud qui va avoir le plaisir de remettre le prix. J'ai vu que Dominique Libaud a été cité plusieurs fois, et censément, tout le monde devrait connaître Dominique Libaud. Dominique Libaud est entre autres le directeur de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Et il va remettre le prix grand public. Ah oui, donc c'est à moi, Julien. Oui, voilà. Ah, d'accord. Bon, écoutez, évidemment, je suis évidemment totalement ravi de remettre ce prix à Clément et Julia, qui sont bien sûr avec nous, là, tous les deux, parce que votre caméra, on voit plus Clément que Julia. Ah, mais, ah voilà, hop, ça a changé. Donc, alors pourquoi très rapidement le titre du livre, c'est Vieillir ensemble, un tour du monde des solutions qui rapprochent les générations. Je crois que ça dit tout, enfin ça dit très très bien ce qu'est le contenu du livre, qui comme donc ça a été dit au début, n'est pas un livre universitaire, c'est un livre qui relate une expérience réelle, concrète de Julia et Clément, qui ont vraiment fait le tour du monde, parce que je cite très rapidement les pays dans lesquels ils sont allés et sous leur contrôle, mais on trouve la Colombie, l'Allemagne, la Californie, le Canada, le Japon, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Italie, notamment dans cet ouvrage, pour faire le tour d'initiatives intergénérationnelles. Alors oui, j'ai fait un rapport, beaucoup le savent, autour du grand âge et l'autonomie qui était censé être le prélude donc, à une loi grand âge autonomie, à une grande réforme en France de ce sujet. Et cette loi a un peu de mal à venir, pour beaucoup de raisons, dont certaines explicables, mais comme beaucoup d'autres, je m'interroge sur les raisons qui font que le politique a un peu de mal à accoucher sur ce sujet grand âge, parce que franchement, voilà, ceux qui suivent ce dossier savent que ça a eu des promesses faites par les présidents successifs, donc Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, et qu'il y a du mal. Et moi, une de mes explications qu'on me demande, mais pourquoi ça a tant de mal à accoucher, je pense que quelque part, le politique, on vient de parler des jeunes très fortement et du sujet très réel des jeunes, et a tendance à raisonner, enfin, je vais un peu
rapide, mais enfin les jeunes contre les vieux, on a une politique sociale voilà, il faut qu'on choisisse, il faut qu'on priorise, et les vieux quand même, bon, c'est les vieux quoi. Et c'est pour ça que l'approche intergénérationnelle, à la fois c'est pour moi une des conditions pour faire que ce sujet rentre complètement autrement dans le débat public et dans les politiques publiques, c'est, je pense, voilà, de dire non, c'est pas du tout le sujet des jeunes contre les vieux, mais c'est le sujet effectivement de comment on vit ensemble. Et je pense par ailleurs que c'est presque la finalité d'une politique du grand âge. Et dans mon rapport, et quand je fais des présentations, j'en fais souvent sur ce sujet, je termine toujours par cette phrase de Pierre Laroque. On a déjà cité Pierre Laroque tout à l'heure en parlant de la vieillesse. On parle souvent de Pierre Laroque quand on parle de protection sociale finalement en France. Ça ne donnera personne. Mais je rappelle qu'il a fait un rapport sur la vieillesse dans les années 60 où il disait le but d'une politique de la vieillesse, c'est tout en évitant de faire naître chez les personnes âgées un sentiment de dépendance, pourra-t-on respecter le besoin qu'elles éprouvent de conserver leur place dans une société normale, d'être mêlés constamment à des adultes et à des enfants. Voilà, donc c'était ça. Et donc, oui, c'est d'une certaine manière le sujet de comment on vit ensemble. Et c'est un sujet absolument fondamental. Nous, dans notre société, où on va avoir cette société de la longévité avec de plus en plus de personnes âgées. Et voilà, dans la crise Covid, tout d'un coup, on voit des titres de journaux, conflits, risque de conflit intergénérationnel, etc. Évidemment, il faut empêcher ça et l'empêcher finalement de façon avec des initiatives très concrètes. C'est pas simplement on dit ça, voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, mais je pense que finalement le mieux c'est le concret. C'est pour ça que j'adore effectivement l'approche très très concrète de Julia et Clément. Alors voilà pourquoi. Et alors ma question à Julia et Clément, deux questions peut-être enfin trois questions. Peut-être avant une vidéo, parce que donc il va y avoir une petite vidéo qui va nous montrer mieux des expériences. Mais voilà, évidemment, la question qui a été posée par Marine à l'auteur précédent, mais pourquoi ce sujet, comment vous êtes entré sur ce sujet, voilà, tout simplement. Voilà, vous. Deuxièmement, quel est le point commun, quel point commun vous faites avec toutes les initiatives que vous avez vues dans le monde, et qu'est-ce qui pour vous favorise finalement le fait qu'on y aille, effectivement, quelles sont les conditions pour évidemment qu'il y ait quelque chose qui se passe et sur cet intergénérationnel. Et puis trois, mais peut-être on pourrait répondre après les vidéos, c'est la poursuite après le livre. Voilà, enfin, vous parliez, parce que je sais un peu, on en a parlé, mais enfin des initiatives, qu'est-ce que vous continuez à faire sur ces sujets? Merci beaucoup Dominique pour cette introduction. En tout cas, on est très honoré d'avoir reçu ce prix. D'ailleurs, il est là, c'est comme par magie, il est arrivé de l'autre côté de l'écran. Et alors, qu'est-ce qui nous a poussé, nous, on avait quoi, 27 et 28 ans, à se lancer dans ce tour du monde de la vieillesse. C'était une idée qui paraissait saugrenue pour la plupart de nos amis. Parce que je disais, un tour du monde, c'est cool, mais la vieillesse, par contre, c'est pas un peu morbide comme sujet, vous n'allez pas vous ennuyer. En fait, non, pas du tout. On s'est vraiment passionné sur le sujet et 3-4 ans après, on est toujours à travailler dessus et à développer d'autres projets à partir de ce première exploration autour du monde qu'on a fait. Et on s'est lancé là-dessus, Julia et moi, parce qu'on avait tous les deux une sensibilité particulière, une vision de la vieillesse personnelle qui était positive et qu'on sentait en décalage avec le discours qu'on pouvait entendre et qu'on entend toujours sous d'autres avatars, comme vous l'avez dit, un discours qui est plutôt négatif sur le vieillissement comme un poids démographique, comme un poids économique, sur le conflit des générations, sur le fait que les jeunes se sacrifient pour les plus vieux. Nous, personnellement, à travers des personnages qui nous ont marqués, c'est-à-dire nos grands-parents, et d'ailleurs, vous parliez de points communs entre toutes les initiatives, je pense que parmi les jeunes qui se bougent sur le sujet, un point commun, c'est qu'ils ont connu leurs grands-parents sur une période assez longue et qu'ils ont pu créer un lien très complice. Et c'est peut-être quelque chose d'inédit du fait de l'allongement de la durée de la vie. On est un peu la première génération à avoir tissé ce lien. Et nous, c'était vraiment notre motivation sur ce sujet. Voilà, et puis il y avait aussi le fait que la transition démographique, ce soit quand même un enjeu énorme et qui est commun à tous les pays. Et donc, c'est ça aussi qui nous a poussé à aller voir ce qui s'invente dans d'autres pays, parce que tous les pays étant confrontés aux mêmes défis, on voulait voir voilà, qu'est-ce qui allait s'inventer. Alors après, c'est
les projets qu'on est allé voir, c'est pas représentatif de chaque pays. Hein. Les pays que vous avez cités, Dominique, voilà, on est allé voir à chaque fois des initiatives qui marchent, des modèles qui sont inspirants. Ça ne veut pas dire que là-bas, les personnes âgées sont particulièrement plus heureuses. On voulait juste voilà, montrer des initiatives très concrètes qu'on pouvait ramener en France et qui pouvaient peut-être être répliquées chez nous malgré les différences culturelles. Et ce qui était intéressant, c'est que la transition démographique, elle se fait quand même à des degrés différents en fonction des pays. Donc, on a pu voir des pays qu'on dit développés, où la transition démographique est très avancée, comme le Japon, par exemple. Mais on a aussi voulu aller dans les pays du Sud, le Sénégal, la Colombie, parce qu'on avait cette intuition que la prise en charge des personnes âgées est peut-être un peu plus traditionnelle au niveau de la famille, au niveau de la communauté locale, et qu'on pouvait s'en inspirer. On avait l'impression qu'on avait un peu perdu cette dimension de territoire un peu inclusif où les personnes âgées ont un rôle et qu'on pouvait s'inspirer de ce qui s'est passé là-bas. Donc après, on peut rentrer dans les détails des initiatives qu'on a vues. Mais cette démarche, on s'est dit, voilà, ce qui, à notre petite échelle, étant donné qu'on n'était pas des spécialistes, des théoriciens, on n'a pas de formation de sociologue, d'anthropologue, etc., c'était vraiment d'aller voir ceux qui, sur le terrain, ont inventé des projets avec cet aspect très positif et de se dire que les vidéos qu'on allait faire avec les émotions qu'on allait véhiculer, elles allaient pouvoir créer un petit déclic. On a voulu rendre ce sujet justement grand public. C'est pour ça que vous avez donné le prix grand public. C'est qu'on a voulu rendre visible les vieux, donner la parole sur des réseaux où on ne les voit pas d'habitude parce que c'est un projet qui s'est fait sur Facebook. On a 25 000 abonnés sur Facebook qui suivent les vidéos régulièrement. Certaines ont fait des millions de vues. C'était le premier sujet, c'était de se dire il faut les rendre visibles avec une image qui n'est pas stéréotypée. Voilà, ni le grand sage, ni le vieux fou qui radote ou qui extravague. Et la deuxième chose, c'est de donner envie de faire des projets en montrant du coup plein de gens qui ont consacré leur vie au lien intergénérationnel et à valoriser les plus âgés, qui s'y épanouissent et donner envie donc à toute une génération de créer des projets là-dessus. On s'est dit que c'était un peu la pierre qu'on pouvait apporter aux défis qui se posent à nous. Très bien. Alors peut-être, Julien, le moment est venu peut-être de regarder la vidéo. Absolument. Je pense qu'on va donner un peu de chair à tout ça avec la superbe petite vidéo. Il y a 3 grandes parties dans ce livre. Dans la première partie du livre, on montre qu'être âgé, c'est pas forcément être fragile, être vulnérable. Et c'est bien de le rappeler, surtout en ce moment. On va raconter notre rencontre avec les soccer grannies sud-africaines. My dream is to have a World Cup for the grannies. Imagine a South African visit France, playing with other grannies. Old age doesn't mean that to write you off. No. Il m'a dit un jour en me voyant tricoter, Martine, tu veux pas faire du foot? J'ai rigolé, j'ai dit pourquoi pas. Vous n'êtes pas sur l'entraînement là, vous êtes déjà sur le match de la finale. Tournez-vous partout, ne vous suivez pas comme des moutons. Qu'est-ce que c'est que ce ballon? Est-ce que j'ai dit de frapper au but? I was so painful. I said I want to get a medicine there, thanks to the soccer. On va aussi parler des vieilles influenceuses chinoises qui sont des stars des réseaux sociaux à Pékin et qui ont créé une émission sur WeChat qui s'appelle La vieille pékinoise a quelque chose à dire. 那我自己个人的话题就是特别侧重于这个失独的群体，失独可能是咱们特有的这么一个名词啊。就这失独群体，说实话，他们不单单是生活上有痛苦，他们心里的痛苦没有人能够体会。 那我们的节目是全平台播放，那每个月的话是最少是1500万以上，那可能是在1500万到5000万之间。那每周的话，就是单条的话，可能是200万以上的数据。La deuxième partie du livre, on montre que les vieux peuvent s'engager pour le futur. Quand on parle de progrès, on parle souvent des jeunes, alors que les vieux se bougent aussi. Donc on a fait plein de rencontres, notamment avec ces retraités belges qui s'activent pour aider des jeunes issus de l'immigration à trouver un boulot.
On parle aussi des grand-mères sénégalaises qui se mobilisent pour empêcher les mariages forcés, les grossesses adolescentes et les excisions. Et tout simplement, on montre un peu tous les leviers qui permettent de se rapprocher entre générations en oubliant nos âges. Es gibt jeden Tag etwas Gutes zu essen. Selbstgekochtes Essen, das hält die Menschen zusammen. Jeden Tag ist das Haus offen, von morgens bis abends, für alle Menschen, egal welcher Kultur, welches Geschlecht, welchen Alters, welcher Bildung. Jeder Mensch darf mitmachen, sodass der große Teil der Mitarbeitenden tatsächlich Menschen sind, die über das Haus sich qualifiziert haben, die ihre Kompetenzen eingebracht haben. Wir kümmern uns umeinander, dann gelingt es an jedem Ort. Das ist das Geheimnis. Wir leben in einer Welt, wo eben die 3 Generationen nicht mehr zusammenleben, sondern getrennt sind. Um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Grundkultur für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist. Und es ist eine Gelegenheit, dass Menschen, die sich nicht kennen oder nicht kannten, Beziehungen entwickeln, die ähnlich sind wie in einer Familie. Und das nennen wir Wahlfamilien. Alte Menschen, die mit allen 3 Generationen zusammen leben können, die sind wirklich glücklich. Es ist auch billiger. Glückliche Menschen sind weniger krank. Sie bleiben erst noch mal sehr lange in ihrer gewohnten Umgebung, können sich noch sehr gut selber versorgen in diesem Unterstützungssystem, wie wir das anbieten. Dans la dernière partie du livre, on parle plus de la question du grand âge, avec des lieux de vie qu'on a visités qui permettent aux personnes âgées de rester libres et dignes jusqu'à la fin de leur vie. Par exemple, on parle de maisons multigénérationnelles qui accueillent des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer au Japon ou au Québec. Il y a plusieurs principes à l'approche Carpe Diem. On tient compte, évidemment, des difficultés des personnes, mais on oriente surtout notre regard sur leurs capacités. On me dit souvent, vous faites quoi pour éviter que les gens fuguent? Ça, les fugues, là. Moi, je dis, la première chose, il faut que les gens puissent sortir, tous les jours. Si tu sors à tous les jours, là, tu vas avoir moins envie de t'enfuir, premièrement. Deuxièmement, il faut que tu aies envie de rester. Donc, pourquoi je reste? Je reste parce que ça sent bon. Je reste parce que je mange bien. Je reste parce que je suis utile. Je reste parce que le monde me parle, me regarde, m'accompagne. Parce qu'il n'y a pas de blues, puis que je ne suis pas le malade pris en charge par des intervenants. Je reste parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et les autres. Quand on regarde la vie ici, là, c'est pas évident de savoir qui est malade puis qui ne l'est pas. En ce moment, on se pose particulièrement la question de la place des personnes âgées dans la société. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des modèles qui marchent, dont on peut s'inspirer. Et c'est un peu ces modèles-là qu'on a voulu mettre en avant. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, à nous dire ce que vous en avez pensé, et on a hâte de vous lire. On a vu qu'il y avait des choses dont les États-Unis pouvaient probablement s'inspirer de la France. Avec toute votre démarche, tout votre travail, on voit que partout dans le monde, il y a des initiatives dont la France pourrait s'inspirer. Je crois qu'il y avait une question de Dominique Libaud qui vous était posée, qui porte sur ce que vous faites maintenant. Alors, est-ce que vous creusez, que sont vos projets sur ces matières intergénérationnelles? Alors, nous, à la base, donc, on s'est lancé dans ce tour du monde. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire en rentrant, si ça allait être un projet vraiment professionnel. Et vu on s'est passionné pour le sujet, donc on a réembarqué sur un Tour de France, parce que ça peut donner l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, de montrer plein de projets super à l'étranger, alors qu'en fait, des initiatives comme ça concrètes et un peu pionnières, il y en a dans toutes les régions de France. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour remercier les partenaires qui nous soutiennent depuis le début, dont la CNAV et Frédéric Garlot qui est présente, Isabelle Hébert et la MGEN. Enfin, c'est grâce à eux qu'on a pu continuer aussi avec un Tour de France dans les régions. Et après, on voulait aussi que ces initiatives qu'on a vues à l'étranger se concrétisent en France. Pour certaines d'entre elles, on ne peut pas tout faire. Mais donc, on a un peu répliqué 2 types d'initiatives. Alors, oui, Julia, je te laisse donc, la première, c'est
Quand on était en Afrique du Sud, vous avez pu voir sur la petite vidéo, on a rencontré une équipe de grand-mères footballeuses qui pratiquaient vraiment le foot de façon très sérieuse parce que c'est vraiment très très bon pour leur santé. Et puis elles avaient même créé toute une fédération de foot pour les femmes âgées avec des équipes un peu partout en Afrique du Sud. Et donc c'est vrai que cette rencontre, ça a donné lieu à un match qu'on a organisé avec les résidences des seigneuriales entre une équipe sud-africaine et des volontaires françaises qui se sont prises au jeu pour ce match et qui depuis jouent au foot, ont créé une association, recrutent des femmes en France. Donc ça a été un peu le déclic pour montrer que quelque chose qu'on peut rencontrer et filmer à l'autre bout du monde dans une culture qui est complètement différente de la nôtre peut se répliquer en France et peut marcher. Et ces femmes qui, au début, ces Françaises qui n'avaient jamais touché un ballon et qui étaient un peu sermonnées par leurs enfants, qui leur disaient « attention, tu vas te casser les hanches, attention », enfin voilà. Petit à petit, elles ont pris confiance en elles se sont mises au foot et c'est super bon pour leur santé. Elles ont plus de problèmes, moins de maladies chroniques. La solution qu'elles ont trouvée pour continuer à s'entraîner, c'est de prendre une licence dans le club local. Donc elles sont 6 à l'avoir faite dans leur ville. Elles s'entraînent chaque semaine avec des jeunes filles de 11 à 15 ans. Ça, c'était avant le Covid. On espère que ça va prendre. Elles sont une vingtaine là aujourd'hui. Elles sont une vingtaine maintenant. Ouais. Et le deuxième projet qui a été répliqué, c'est une initiative qu'on avait filmée au Brésil, c'était une école de langue qui connectait justement des jeunes qui apprenaient l'anglais avec des seniors qui habitaient en maison de retraite aux États-Unis et au Canada par visioconférence. Voilà, c'était des correspondants âgés à l'autre bout du monde. Et on trouvait que c'était une idée géniale parce que sans avoir à voyager, c'est 2 âges et 2 cultures différentes qui pouvaient se rencontrer. Et pendant le premier confinement, on n'avait plus de tournage, bien sûr, puisque tout était en stand-by. Et on a eu envie de répliquer ce projet, d'essayer de le tester. Et donc, on a commencé à faire des petits duos, à connecter un jeune avec un senior qui était seul chez lui. Et de fil en aiguille, ça a donné un projet qui s'appelle aujourd'hui Cher Ami et qui connecte des jeunes qui apprennent le français ou des réfugiés avec des seniors qui sont ici en France et qui parlent avec eux. Voilà, et petit à petit, maintenant on a un peu 2 axes avec Oldissé. On réfléchit à une nouvelle formule là, de vidéos, plus des portraits de personnes âgées qui transmettent des savoir-faire, etc. Et de l'autre, ce projet Cher Ami qui prend son essor aussi. Et on aime bien être à la fois dans le terrain, le concret, le associatif, et à la fois dans la sensibilisation et le côté média. On a envie de garder un peu ces deux jambes. C'est-à-dire. Je vous fais une petite lecture, on a des commentaires, il n'y a pas de questions très précises qui vous sont posées, mais beaucoup de félicitations, des gens qui disent bravo, merci pour cette vidéo inspirante, merci pour tout ce que vous faites et pour l'avenir, allons-y ensemble, jeunes et vieux, etc. etc. Et ce qui peut vous intéresser, pas mal de mots qui disent hâte de vous lire, ça veut dire que vous avez plein d'exemples. Bon, Dominique, si vous avez peut-être une autre question, sinon on va passer la parole. Dominique, vous avez peut-être une autre question, je vous connais, vous adorez ce sujet. Non, mais effectivement, je pense que le moment est venu de dire, effectivement, de voir, on a souhaité effectivement qu'il y ait une réalisation française, effectivement, pour montrer effectivement qu'il y a aussi des choses qui se passent en France, effectivement, et donner la parole à notre... Pauline Fèvre, nous avons Pauline Fèvre, qui est co-directrice de Tom et Josette, qui est une crèche intergénérationnelle. En France aussi, on fait de l'intergénérationnel. Voilà. Déjà, un immense bravo, Clément et Julia, pour tout ce que vous avez réalisé pour ce film qui est déjà très, très bien réalisé, très touchant. Vraiment, et merci d'avoir pensé à nous aujourd'hui. Et pour vous présenter Tom et Josette, déjà, je vais vous parler de Tom. Tom, c'est un enfant de 2 ans dont les parents désespèrent de trouver une place en crèche. Et Josette, c'est une personne âgée qui a, disons, 89 ans, qui habite depuis peu dans un EHPAD
et qui se sentent assez isolés, en retrait de la société. Et donc Tom et Josette, c'est ce qu'on a voulu créer avec mon associé, et c'est cette rencontre entre des enfants en crèche et des résidents en EHPAD. Et donc concrètement, on intègre des micro-crèches, donc des crèches de 10 enfants, encadrées par 4 professionnels de la petite enfance, dans tous les établissements qui accueillent les personnes âgées, donc des EHPAD, des résidences seniors. On travaille aussi avec des promoteurs immobiliers sur des résidences intergénérationnelles. Et le ciment du projet, c'est intergénérationnel. Donc on ne va pas se contenter d'accoler deux structures. On place l'intergénérationnel au cœur de chaque process. Donc opérationnellement, on pense l'architecture pour qu'il y ait le plus de liens possible entre les enfants et les personnes âgées. La restauration, par exemple, on a ouvert une première crèche à Rennes, et c'est le cuisinier de l'EHPAD qui cuisine pour les enfants de la crèche. Il a également son enfant au sein de notre crèche. D'un point de vue ressources humaines, ce qui est primordial, on s'est rendu compte qu'il faut recruter des professionnels de la petite enfance qui sont animés par ça, qui vont vouloir faire vivre le projet au quotidien et qui ont compris que c'était le cœur du projet de la crèche et non pas la cerise sur le gâteau une fois de temps en temps. Qui ont compris que c'était primordial pour les enfants d'avoir du lien avec les personnes âgées et que ce n'est pas simplement bénéfique pour les personnes âgées. Les enfants, dans leur construction, ont besoin de côtoyer des personnes âgées qui ont un regard très bienveillant, qui apportent une douceur, un rapport au temps, qui permet aux enfants de prendre confiance en eux et de grandir avec une vraie ouverture à la différence. Donc voilà, on recrute ces équipes qui sont passionnées. À Rennes, par exemple, la directrice a quitté son emploi. Elle gérait 3 micro-crèches, parce que son papa est directeur d'EHPAD, sa maman travaille en crèche, donc pour elle, c'était ça coulait de source de pouvoir lier les deux. Elle nous a dit c'est mon projet de carrière, c'est une vocation. Et dans le lien avec les familles, on recrute aussi que des familles qui vont pas être simplement dans une position de consommer une place en crèche, qui vont vouloir s'impliquer, qui voient le projet de société derrière, et du coup qui vont aussi avoir une vraie bienveillance envers l'équipe de l'EHPAD, l'équipe de la crèche, qui vont vouloir participer à quelques réunions, qui vont vouloir participer aux ateliers et surtout être profondément bienveillantes. Donc voilà, l'idée c'est de créer un lieu où l'intergénérationnel infuse à tous les niveaux et de redonner un rôle aux personnes âgées à travers l'intergénérationnel, leur permettre de créer le cadre. En fait, c'est ce que disait l'association Carpe Diem dans le film de Julia et Clément, c'est voir la personne au-delà de son handicap avec ses capacités et donc adapter l'environnement pour lui permettre de transmettre. Et à Rennes, par exemple, on a créé un potager intergénérationnel avec un bac à hauteur des personnes âgées, un bac à hauteur des résidents en fauteuil roulant et un bac à hauteur des enfants, avec un petit escabeau qui permet aux enfants d'être à hauteur des personnes âgées. Et donc, l'idée, c'est juste à nous de penser le cadre pour simplifier la rencontre et faciliter ce lien. C'est proposer un cadre épanouissant pour les enfants, en général en lien avec la nature, c'est l'avantage de ces beaux établissements, la construction d'une confiance en soi, d'une confiance aux autres. Et enfin, et surtout, revaloriser les métiers du soin à la personne en créant un cadre de travail attractif fondé sur la bienveillance qui donne du sens et où on change le regard de la société sur les personnes âgées et sur les établissements qui les accueillent. Et donc, on a ouvert une première crèche à Rennes en octobre. On ouvre une crèche à Bordeaux en mai, une micro-crèche toujours. Et on a une quinzaine de projets dans les 3 prochaines années, notamment en région Haute-Bretagne, un petit peu parisienne et Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi Frédéric Garlot, que vous avez cité, de la CNAV, mais Pauline, peut-être un mot d'abord, ces chapeaux bas au regard du jonglage auquel vous devez être contraint en termes de conciliation des normes gériatriques d'un côté, pédiatriques de l'autre, qui est un vieux sujet compliqué. Et je voulais juste savoir si Julia et Clément pouvaient réagir. La question est simple, c'est dans votre prochain tour du monde, est-ce que vous allez vous arrêter à Bordeaux et à Rennes? Oui. C'était vraiment dans l'idée. Au niveau planning, ça s'est pas fait là, avec le Covid, etc. Mais c'est prévu qu'on se rencontre bientôt et qu'on fasse des contenus vidéo sur ce super beau projet. Ouais. Et c'est un projet qui nous tient d'autant plus à cœur que il va vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que en général, c'est vrai que quand on parle d'intergénérationnel, c'est souvent des plus jeunes vers les plus âgés pour leur rendre service, faire leurs courses, leur passer un petit coup de fil, essayer de les sortir de l'isolement. Ce qui est génial avec ce projet, c'est que on mise aussi sur tout ce que les personnes âgées peuvent apporter, puisqu'elles peuvent apporter un tas de choses. Et nous, c'est ce qu'on s'est aussi attaché à montrer dans toutes nos vidéos. C'est tout ce que les plus âgés peuvent nous transmettre.
voilà, et pour qu'il y ait un vrai échange entre les deux. Et c'est aussi le projet là qu'on développe, cher ami, c'est que les personnes âgées aident les jeunes à progresser et qu'elles se sentent utiles, quoi. Voilà, et elles peuvent toujours se sentir utiles en fait. Et puis le deuxième point aussi, c'est de donner des opportunités de rencontre. Ça passe par des lieux. Alors, on a vu l'exemple en Allemagne de ce lieu multigénérationnel. Là aussi, Tom et Josette, ce qui fait la force du projet, c'est que là, on voit qu'ils vont en ouvrir une quinzaine de lieux comme ça. Et on sent que ces lieux-là, c'est super. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, ce soit un peu anecdotique. Mais le jour où il y en aura un peu partout, dans tous les quartiers, et d'aller chercher des espaces comme ça qui sont assez peu... dans les EHPAD, dans les résidences seniors qui servent un peu à rien jusqu'à présent, pour en faire quelque chose qui soit vertueux pour les deux générations, on pense que c'est un modèle qui a beaucoup d'avenir. Voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils veulent Tom et Josette veulent généraliser ce modèle, donc ne pas ouvrir une micro-crèche dans un EHPAD une fois, mais vraiment essayer de faire en sorte que ça devienne un jour la norme. Une petite remarque aussi, j'étais très sensible à ce que disait Pauline Febvre sur le sujet des métiers. Voilà, pour ceux qui travaillent sur le grand âge en France, le sujet des métiers, d'attractivité des métiers, c'est vraiment un sujet absolument considérable. Et c'est effectivement en donnant du sens, en renouvelant la façon d'exercer, etc., qu'on va attirer des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, mais vers ces métiers. Donc voilà, c'est tout ça. C'est lié, en fait, c'est une autre façon de voir la relation et d'en aider, le lien et le fait, effectivement, que les uns apportent aux autres et que c'est effectivement un lien, un apport réciproque. Tout ça, c'est là-dessus qu'il faut construire pour construire cette société bienveillante pour les personnes âgées qui nous enrichit tous, quoi. Donc c'est ça que je trouve très... Voilà. Merci à vous de réaliser concrètement tout ceci. Et effectivement, et je suis heureux qu'il y ait des institutions comme la CNAV pour accompagner tout ceci. Ça, une belle transition pour... Voilà, transition, passage de témoin pour une société intergénérationnelle heureuse. Frédérique Garlot, directrice de l'action sociale de la CNAV. Oui, bonjour à tous et toutes. Peut-être d'abord... vous faire part d'un sentiment qui est qu'il y a beaucoup de résonance et d'écho finalement entre les premières interventions autour de la pauvreté et notamment sur un certain nombre de problématiques que connaissent les jeunes et aussi la manière dont notre protection sociale en France a été conçue et ce sujet de la société de la longévité et du défi que représente aujourd'hui le vieillissement. Sur le sujet protection sociale, on voit bien que on est, nous, dans un système qui est très fortement porté par l'État, les collectivités, la puissance publique et également sur un système qui s'est construit sur la notion de personnes en activité, c'est-à-dire finalement de la rentabilité économique. Et on voit que ce temps qui représentait un tiers à peu près de la vie au moment de la création de la protection sociale et singulièrement de la sécurité sociale, aujourd'hui, ce temps, il représente de plus en plus la part congrue. Et donc, il y a un vrai enjeu sur aussi les réponses que la protection sociale va pouvoir apporter par rapport aux transformations sociales qu'on connaît, de pouvoir véritablement mobiliser les réponses et les ressources qui vont permettre de dégager des réponses au-delà de cette seule rentabilité économique et de penser à un modèle où rentabilité économique est aussi complétée par un sentiment d'utilité sociale. Le lien intergénérationnel pour la protection sociale, c'est vraiment une ressource et c'est possiblement des solutions et des réponses par rapport à des enjeux sur le vieillissement, mais aussi par rapport à une politique en direction des jeunes. Pour moi, le lien intergénérationnel, c'est 3 enjeux globaux, des enjeux économiques, des enjeux sociaux et des enjeux humains. Enjeux économiques, aujourd'hui, la protection sociale ne connaît que et ne traite que le problème du vieillissement au travers de la prise en charge de la dépendance, au travers des coûts, et on oublie finalement de mettre en regard, par exemple, ce qu'apportent aujourd'hui les aidants. Sur les 11 millions d'aidants recensés, on en a 9 millions qui sont des personnes non rémunérées, non professionnelles, qui consacrent du temps pour aider souvent un parent vieillissant, parfois des enfants, des petits-enfants. On sait aujourd'hui aussi que les retraités sont
dans cette cohabitation de plusieurs générations, la génération pivot qui va à la fois financièrement soutenir les autres générations, mais aussi socialement, va permettre des gardes d'enfants, des vacances pour les petits-enfants, etc. Donc on voit que économiquement, si on valorisait aujourd'hui ce qu'apportent les aînés, ou en tout cas les retraités, dans les solutions sociales et les réponses aux enjeux de protection sociale, ça permettrait peut-être de relativiser aussi les coûts qui découlent finalement des besoins associés à la dépendance. On voit que socialement, les jeunes sont aujourd'hui en difficulté d'insertion dans l'emploi, en difficulté d'accès au logement et en difficulté d'inclusion sociale tout court. Sur l'insertion aux emplois, Clément et Julia l'ont évoqué, à l'étranger, mais aussi chez nous, il y a énormément d'initiatives qui existent sur le sol où vous avez des retraités qui, comme Duo for a Job, qui vont accompagner des jeunes pour mettre le pied à l'étrier dans un premier emploi. Donc on voit bien, si vous voulez, que socialement, pareil sur le logement, l'habitat est une thématique super intéressante, aussi pour faire le lien avec l'intervention de Pauline. L'habitat, on voit aujourd'hui que sur des habitats, soit type habitat inclusif intergénérationnel, soit résidence intergénérationnelle, soit sur de la cohabitation intergénérationnelle, on répond à un besoin d'émancipation et d'accès au logement des jeunes, et on permet de répondre dans le même temps à finalement un des enjeux importants d'une politique de prévention sociale, de lutte contre l'isolement, c'est-à-dire en mettant finalement à côté de cette personne âgée, un jeune qui va pouvoir spontanément créer une relation et qui va être en aide. Et l'enjeu humain, il est bien évidemment que dans une société demain où pour un jeune de moins de 20 ans, il y aura 6 adultes, et sur ces 6 adultes, 3 personnes qui auront plus de 60 ans, si chacun n'a pas sa place et n'a pas un lien avec la génération précédente, on va vraiment fragiliser le pacte social et on ne sera pas non plus au rendez-vous de notre devise républicaine et notamment sur le segment fraternité. Donc, comme nous, notre protection sociale, elle est fortement construite sur l'intervention de la puissance publique et de l'État, il me semble que pour les institutions que nous représentons, il y a un véritable enjeu à mettre la lumière sur ces initiatives intergénérationnelles, à les promouvoir, à les porter, à les faire émerger par des appels à projets. Nous, c'est ce qui nous a conduit effectivement à soutenir Oldysée, cher ami qu'évoquaient Julia et Clément. C'est au-delà même de ce qu'ils ont évoqué rapidement, c'est comment j'amène des personnes, des seniors aussi à utiliser le numérique, puisqu'on passe par de la visio, etc. C'est aussi, cher ami, un projet de lien sur des motivations communes, c'est-à-dire qu'on passe aussi par le levier culturel, puisque la CARSAT Normandie, là, dans ce qu'elle fait avec Oldysée, c'est bien non seulement avoir de l'apprentissage d'une langue étrangère, mais de le faire au travers d'un patrimoine culturel qui va permettre aussi de la transmission de savoir, de la transmission d'expérience et de l'histoire. Donc, on voit que pour nous, il y a un vrai enjeu de manière très égoïste et très court-termiste à pouvoir mobiliser ces ressources pour apporter des réponses très opérationnelles et concrètes. Et c'est en mobilisant ces ressources qu'à mon avis, on contribuera rapidement à changer le regard sur nos aînés. Alors, il y a encore eu pas mal de petites questions et remarques. Une question importante, je vous la livre, hein, c'est au sujet des crèches. C'est une question pour Pauline ou bien alors pour Clément et Julia. C'est ce genre de crèche participative plurigénérationnelle n'exclut-elle pas les pauvres? Un sujet en soi sur les différentes priorités qu'on veut donner à des équipements de type accueil de la petite enfance. Puis il y a une deuxième question, plutôt une remarque qui est teintée un peu d'ironie, et on pourrait intégrer tous vos concepts dans le futur silo grand âge de la Sécu, avec un point d'exclamation. Et j'en tire moi une question, alors plutôt pour Frédéric Garlot, alors c'est sur les différentes actions sociales des différentes branches. Est-ce qu'elles communiquent, est-ce qu'elles réalisent ensemble des opérations? On aurait d'un côté la branche famille pour les jeunes, la branche vieillesse pour les vieux. Est-ce que ces caisses
se travaillent ensemble pour produire de l'intergénérationnel. Alors, il y a la première question, c'est sur l'exclusion, entre guillemets, des pauvres, entre guillemets, d'opérations qui nécessairement demandent de l'implication et peut-être davantage de moyens. Je pense que c'est ça qui est derrière la question. Pas Julia, Clément, peut-être Pauline. On va donner la parole à Pauline sur son modèle concrètement. Alors, je ne pense pas que ce soit un modèle qui exclut particulièrement les plus pauvres. C'est sûr que c'est un modèle où on a du mal à les inclure, mais c'est le modèle de la microcrèche de manière générale. Il y a deux solutions. Première solution, les mairies qui s'impliquent et qui réservent des places pour leurs administrés. Donc ça permet d'avoir des crèches à tarif municipal. Donc nous, on est vraiment alignés sur ces tarifs-là. Et la deuxième solution, c'est des entreprises. Mais bon, ça reste en général plutôt pour les cadres qui proposent des places pour les salariés de l'entreprise et qui cofinancent. Et donc pareil, ça nous permet de proposer des crèches au tarif municipal. Merci Pauline pour la réponse claire. Alors Frédéric Garlot, là, sur ces différents silos de protection sociale, surtout de silos de différents âges, est-ce qu'on arrive à les rapprocher et à faire travailler ensemble ? On y arrive et c'est de toute façon, ça sera de plus en plus une nécessité, singulièrement avec la branche famille. J'ai en tête au moins deux natures d'intervention qu'on porte actuellement de manière tout à fait conjointe et alignée. C'est d'une part notre partenariat sur les territoires avec les centres sociaux, puisque ces structures sont vraiment des structures qui mobilisent les habitants de tous les âges, jeunes et âgés. Et d'ailleurs, les centres sociaux, pour l'essentiel, ne vivent que parce qu'il y a des retraités qui y viennent quotidiennement et qui prennent en charge un certain nombre d'activités. Donc ça, typiquement, le lien avec la Fédération des centres sociaux et les actions qui sont portées au travers des centres sociaux et le soutien de la sécurité sociale en interbranche aux centres sociaux, il est vraiment articulé entre branche famille et branche retraite. Et un deuxième projet qui est vraiment encore assez récent, mais qui est en pleine actuellement solution d'expérimentation sur 11 départements, on a travaillé avec la branche famille autour d'une première démarche d'étude sur les leviers de développement de la cohabitation intergénérationnelle qu'on évoquait tout à l'heure, de tête, à peu près 850 000 logements de retraités aujourd'hui sont sous-occupés et pourraient permettre l'accueil d'un jeune. Aujourd'hui, on sait que les principaux freins, si on veut faire une cohabitation intergénérationnelle accompagnée par une médiation, notamment des associations dont c'est l'objectif et la finalité, ça représente un coût aussi bien pour le retraité que pour le jeune, cet accompagnement et cette prise en charge et les modalités administratives. Là, typiquement, on expérimente dans 11 territoires, dans 11 départements, de manière conjointe avec les CAF et les CARSAT, la mise en place d'un forfait cohabitation intergénérationnelle qui permet de solvabiliser les coûts d'accompagnement, du coup pour la branche retraite qui pèse sur le retraité, pour les CAF partenaires qui sont demandés aux jeunes, pour essayer de promouvoir et de pousser ces jeunes et ces âgés à sauter le pas d'expérimenter une période de cohabitation intergénérationnelle au sein d'un même logement. Et c'est une expérimentation qu'on a complètement bâtie avec le réseau Cohabilis et la branche famille. Formidable, merci beaucoup. Alors, il nous reste en tout que 2 minutes et il y a une remarque que j'aime bien. D'abord parce que je regrette, moi, de ne pas avoir été scout et ensuite parce que je suis papa, entre autres, d'un jeune scout. La remarque est, je la livre à Julia et Clément, le scoutisme est un mouvement intergénérationnel formidable et qui mériterait d'être plus visible. Alors, qu'en pensez-vous, Julia et Clément? Et nous chantons tous les grands chants scouts. Ouais, pardon. Je regrette aussi de ne pas avoir connu le mouvement étant jeune, mais... parce que, en fait, je trouve que c'est une réussite quand un mouvement comme ça n'est pas reconnu comme quelque chose pour faire de l'intergénérationnel une fin en soi, mais finalement, on n'y pense pas quand on parle d'intergénérationnel, alors que dans les faits, c'est quelque chose d'intergénérationnel. Je trouve que c'est une réussite parce que ça veut dire qu'on a dépassé simplement cette façon un peu superficielle de dire il faut faire de l'intergénérationnel. On a trouvé quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse un peu toutes ces générations
Et ce que j'aime bien aussi, c'est le côté citoyen peut-être du mouvement, le fait que c'est quelque chose qui est parti vraiment de la base, qui s'est disséminé petit à petit. Et ça, c'est des choses qu'on a beaucoup vues dans toutes les initiatives qu'on a vues. On trouve que généralement, les choses prennent très bien quand elles viennent de la base, quoi, d'un mouvement très citoyen. C'est le cas, par exemple, de la maison multigénérationnelle en Allemagne. Et d'ailleurs, ça répond un peu peut-être au sujet de la crèche, parce qu'elle s'est beaucoup battue. Au départ, elle s'est réunie avec plusieurs jeunes mères autour de leur maternité pour prendre soin de leurs enfants dans un pays où il n'y avait pas beaucoup de crèches, etc. Et elle s'est fait beaucoup taper dessus pendant des dizaines d'années, parce que les gens disaient, enfin les professionnels disaient, mais il n'y a pas de professionnels, enfin vous allez vous retrouver entre vous, mais c'est en dehors des normes, il faut professionnaliser tout ça, etc. Mais ça avait tellement de succès que petit à petit, les régions ont commencé à financer, à en faire un lieu beaucoup plus grand, qui aujourd'hui réunit à la fois des équipes professionnelles de la maternité et aussi de la vieillesse, mais en même temps a toujours ce côté citoyen qui, je pense, est très important si on veut aussi parler d'accessibilité aux plus pauvres. Souvent, ça va être un mix entre bénévoles et professionnels, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Moi, ce que je note, c'est pas seulement scout toujours, mais intergénérationnel toujours. Voilà. J'imagine, je les connais, que Dominique Libaud et Michel Yael pourraient avoir un tout dernier mot. Moi, j'en ai un très simple, c'est au sujet de ce prix. Pour tous ceux qui nous écoutent, nous sommes très preneurs de vos observations, pas sur cette cérémonie, mais sur les ouvrages qui sortent. Si vous pouvez nous les signaler, nous sommes très preneurs. On n'a pas vraiment un problème de collecte, nous ne disons pas cela, mais quand même, c'est un vieux sujet EN3S. Nous aimerions qu'il y ait toujours davantage d'intérêt autour de la protection sociale, et plus on nous signalera des ouvrages qui portent sur ce sujet, plus ce prix sera de qualité. Donc, mon seul mot final, moi, c'est signalez-nous les ouvrages qui vous semblent correspondre à ce prix, afin que nous les étudions et que nous fassions de ce prix quelque chose de encore plus performant. Voilà. Michel et Dominique, je vous connais assez pour savoir que vous pouvez dire un chouette mot de la fin. Simplement, je soulignerai que les deux ouvrages que nous avons couronnés sont adossés à des démarches et à un engagement, et qu'ils vont survivre bien au-delà de leur publication et de leur fort tirage. Et c'est cet engagement des deux auteurs, ou des trois auteurs, donc de nouveau, qui retient l'attention. Et d'ailleurs, c'est autour de lui que l'essentiel de nos discussions ont eu lieu, et je tiens à les en remercier et à les en féliciter de nouveau. Je crois que décidément, nous ne nous sommes pas trompés. Merci beaucoup, et à très bientôt sans doute. Et Dominique, alors? Très rapidement, d'abord, je remercie aussi Michel de nous accompagner dans ce partenariat. Nous, c'est naturel, évidemment, protection sociale, mais vraiment, je salue l'engagement de la Caisse et personnel de Michel à nos côtés. Je crois que, effectivement, c'est utile, cette démarche, pour mettre un peu de lumière sur ces ouvrages. Et je crois qu'effectivement, cette petite manifestation a montré, j'espère, tout l'intérêt de cette démarche, de cet engagement, comme disait Michel, et de ces ouvrages. Et donc, mon conseil, évidemment, lisez, rendez-vous chez votre libraire, ou commandez effectivement ces ouvrages. Je pense qu'ils ne vous décevront pas. Et puis, faites-les lire ou recommandez-les autour de vous. Enfin, voilà. Je pense que c'est une mine de réflexion pour les uns et les autres, et tous ceux qui pensent que, oui, l'humain, le vivre ensemble, la société, c'est quand même un sujet qui est assez important pour les uns et les autres. Donc voilà, et ça ne vous empêche pas aussi d'aller sur, par exemple, le site Odyssée pour revoir des vidéos et continuer le voyage avec Julien et Clément. Voilà, merci beaucoup, merci Julien d'avoir animé cette cérémonie, merci à tous ceux qui ont participé, à Marine Jantet notamment, qui a pris sur son temps aussi pour venir avec nous, à Frédéric, aux uns et aux autres pour ce moment, et qu'on pourra voir en replay sur le site de l'école très bientôt. Donc vous pouvez aussi conseiller à ceux qui ne l'ont pas vu de revoir ce moment de partage. Merci à tous.